Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Quand on est le premier recrutement marketing d'une startup, les possibilités sont infinies, les enjeux sont importants, les leviers activables ils sont au moins tout aussi nombreux et du coup, comme les pièges à éviter, c'est parfois difficile de savoir par quoi commencer entre les plans long terme, les actions, la nécessité d'avoir un impact aussi à court terme. Enfin bref, poser les bases d'une stratégie marketing, c'est tout un sujet. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Patrice Barbesier, qui est CMO part-time et qui est l'ancien CMO de partout et qui va aussi du coup nous partager son retour d'expérience sur ce sujet-là pour aborder cette période qui peut être délicate. Bonjour Patrice. Salut Axel. Écoute, c'est un retour sur le podcast. C'est ça. Je suis ravi de t'avoir à nouveau parce que bon, déjà ton expérience elle est très riche et puis en plus j'adore la façon dont tu le partages. Tu as écrit d'excellents articles sur ton expérience aussi. Je les mettrai dans la description pour ceux qui veulent les intéresser parce que ça vaut vraiment la lecture. Trop bien, merci. Bah écoute, du coup pour ceux qui auraient raté le premier épisode où t'es passé, où on a parlé beaucoup de webinars, bah, du coup est-ce que tu peux peut-être te représenter en quelques mots s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Bah, écoutez, bonjour tout le monde. Patrice, 35 ans. J'ai 10 ans d'expérience en marketing B2B. J'ai commencé dans des grands groupes chez Sony et Samsung. Puis ensuite, j'ai pris le rôle de CMO chez Partout à l'époque où c'était encore une boîte de 20 personnes autofinancée. J'ai passé 4 ans là-bas pour accompagner la boîte de 20 à 400 personnes et de 2 à 20 millions d'ARR. Et depuis maintenant quasiment 2 ans, je me suis mis à mon compte en tant que advisor et part-time CMO. Ok, très cool. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Tu l'as dit, tu étais le premier recrutement marketing chez Partout. Entre-temps, l'équipe, elle avait bien grossi, donc tu étais passé un peu par toutes les étapes. Ce que je te propose, c'est que, bah, au regard de ton expérience, on se reprojette sur cette situation de départ. Ouais. En gros, donc tu es le premier recrutement marketing d'une startup B2B. Qu'est-ce que tu fais en premier? Comment ça se passe quand tu arrives? Ok. Bah déjà, quand tu arrives, tu as quand même les pétoches. Parce que être tout seul, c'est quand même pas facile du tout. Donc moi, je me souviens avoir eu très peur les premières semaines, premiers mois en disant, il y a trop de sujets. En plus, le marketing, c'est vraiment un département d'expertise. Donc il y a tellement de leviers à actionner. Donc tu dis, est-ce que je serai capable? Euh, En fait, je peux te raconter deux choses. La première, c'est que j'ai commencé par une boulette. Et Ouais. derrière, je vais te raconter plutôt la best practice. La boulette, c'est que la boulette, c'est que mon passé en grand groupe m'a fait faire que le premier mois, j'ai lancé un gros audit, j'ai rencontré les équipes, des partenaires, et j'ai carrément fait un gros PowerPoint de plan marketing sur les 12 prochains mois. Et ça, bah, quand tu es une startup, c'est pas possible. Donc là-dessus, le CEO qui me dit non, 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 il nous faut des actions et des résultats tout de suite, parce que peut-être que la boîte dans 12 mois, elle n'existe plus. Mhm. Et ça, donc il y a un changement d'état d'esprit à faire. Et en fait, la best practice que moi j'ai trouvé, c'est d'aller parler à mes pairs et à parler donc à tous ces gens qui ont vécu des créations de départements, qui sont CMO et qui te disent exactement ce qu'il faut faire. Et la beauté de ça, c'est que tu parles à ces 4-5 personnes, ils te disent tous la même chose. Donc, c'est des quick wins. Les premiers mois, c'est des quick wins pour valider ta période d'essai, pour montrer ton impact, pour montrer ton impact, c'est aussi montrer l'impact du marketing. C'est de dire, bah, tiens, vous Mhm. avez fait confiance pour ouvrir un département. Qu'est-ce que ça peut apporter? Si tu mets 8 mois à montrer des résultats, tu as peut-être pris la porte. Alors que si au bout de 2, 3 mois, tu montres des résultats, bah là c'est parfait. Ok, c'est vachement intéressant ce que tu dis, je trouve, parce que c'est vrai que tu vois, on a toujours envie de commencer par la stratégie, les beaux plans, enfin tu vois, enfin en tout cas moi c'est un sujet on aime bien se prendre la tête, tu vois, et puis on va faire les budgets, les machins, les trucs. Donc effectivement, par contre, c'est ce que tu dis au final, c'est que avoir de l'impact rapidement pour justifier quand t'es embauché et puis qu'on fasse confiance au marketing, marquer ses premiers points au final pour pour pouvoir avoir la confiance nécessaire pour développer ton plan derrière, quoi. Voilà, exactement. C'est un peu comme tout dans la vie, si t'as pas la confiance des personnes qui t'entourent, bah t'as pas les budgets, t'as pas les ressources. Donc ouais, et en fait, pour avoir
pour avoir la confiance et pour choisir les bonnes quick wins, il faut comprendre les enjeux. Et ça, c'est peut-être là où le bas blesse souvent avec les boîtes à qui je parle, c'est que la personne se dit, OK, on ouvre le marketing, voilà ce que je vais faire, et ils foncent un peu tête baissée, avant de se dire, OK, c'est quoi vraiment les enjeux de la boîte? De quoi, là, tout de suite, elle a besoin? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi, exactement, Mhm. sur tous les sujets possibles et imaginables? Quel budget on me donne? Sur quel KPI je vais être incentivé? Un peu checker ce qui a été fait jusque-là pour voir ce qui marche pas. Et voilà. Et en fait, avec ces 5 éléments, tu as ta feuille de route et tu te dis, OK, voilà où je veux aller. Et tu vois, moi, en l'occurrence, il n'y avait pas de contenu. Donc, je me suis dit, OK, on va écrire des contenus qui répondent aux principaux pain points des prospects. Mhm. Donc, j'ai passé du temps avec les sales pour écouter leurs rendez-vous, pour y participer, pour qu'ils me racontent un peu tout ça. C'était d'avoir très vite un cas client pour crédibiliser aussi la marque. Ça, c'est essentiel. Mhm. Et avec ces contenus, c'était de déclencher des campagnes de nurturing. Et là, c'était de scraper des contacts pour faire grossir la base. C'est déclencher voilà un workflow d'email avec un petit scoring à côté et dire ensuite voilà au bout d'un mois et tes 3-4 mails envoyés, dire aux sales ah voilà il y a ces 30 personnes qui ont 12 points donc vas-y appelle-les pour choper des rendez-vous et c'est un peu comme ça les premiers mois que tu arrives à montrer du ROI. Ok, ah, c'est super intéressant. Effectivement, c'est d'aller regarder en fait où est-ce que où est-ce que tu peux avoir de l'impact rapidement. Tu as dit, bah si c'est une boîte qui avait déjà une marketing, ça veut dire qu'il tournait probablement en prospection. C'est ça, Donc il y a des bases mail. Et puis en fait, avec un peu de contenu, tu vas pouvoir nurturer au final tous les gens qui sont pas rentrés dans des rendez-vous, c'est mais ça, qui ont été travaillés. Il y a effectivement, comme tu le dis, il y a ces trous dans le contenu où tu peux avoir de l'impact rapidement, peut-être comme tu as dit avec un cas client. Ça, typiquement, quand il y en a pas, c'est un moyen d'avoir un truc rapidement qui va être super c'est utile, ça. qui va servir aussi les sales. Euh, et puis peut-être que des fois aussi, il y a des sujets, je sais pas si c'est quelque chose que tu as expérimenté, mais je pense au niveau du tracking, sur lesquels tu Ouais. peux vite avoir de la visibilité et puis de l'impact aussi si c'est quelque chose qui est pas du tout mis en place, quoi. Ah ouais, ouais, exactement. C'est vrai que tu vois, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que voilà, quand tu ouvres un département, la beauté, c'est que tout ce que tu vas faire, ce sera forcément mieux qu'avant. Donc, en termes de KPI, tu pourras dire, regardez, les mois d'avant, il y avait, je sais pas moi, X téléchargements, X visites sur le site ou X leads d'entrants. Et regardez, maintenant, un mois plus tard, 2 mois plus tard, on a multiplié par 2, par 3. Donc, ouais, avoir une base de chiffres, effectivement, j'ai oublié de le mentionner, c'est essentiel. Ok, super intéressant. Donc toi, du coup, tu l'as dit, tu as commencé nurturing, contenu. Je sais que tu avais beaucoup. Enfin, moi, il y a un truc, je trouve, qui a un impact, qui peut avoir un impact super rapide en termes de content aussi, puis qui te donne de la matière pour recycler par la suite. Et je sais que tu aimes bien ça, parce qu'on en avait parlé, c'était les webinars aussi. Alors ouais, t'as raison, sauf que Tu l'as pas fait tout seul. alors oui, je le recommande effectivement à le faire très vite, sauf qu'à l'époque, je voulais pas le faire. J'y croyais pas. Ouais. Et c'est sous la torture de mon fondateur que j'ai accepté de le faire. Et je me suis dit, ah là là, en fait, il avait raison, ça marche bien. Donc ouais, le webinar à fond, parce que quand tu as déjà une base CRM avec 2000, 5000, 10 000 contacts, il faut inviter tout le monde. Donc ça te fait peut-être 20, 50, 80 participants. C'est exceptionnel d'avoir une audience comme ça. Les webinars, c'est une action qui, pour moi, génère des nouveaux leads, accélère la prise de rendez-vous, accélère des négos. C'est vraiment ultra, ultra fort. Donc, ouais, ça, je recommande à fond. Et, euh, et une autre action, alors c'est pas une quick win, mais quelque chose qu'en fait, j'aurais dû mettre en place plus tôt, c'est la prise de parole sur LinkedIn. Ça, je pense qu'on Ouais. a mis 2 ans à le faire. Ça, je le recommande assez vite faire parler, voilà, les CEO ou fondateurs, fondatrices. Parce que après quelques petits mois ou quelques mois de bonne communication, enfin on le voyait, ça nous faisait une visibilité énorme sur le marché, tant sur la partie business que corporate, et donc on chopait vraiment des rendez-vous, on attirait plus de recrues, et ça c'est quelque chose que demain je mettrai en place plus rapidement. Ok, d'accord, super intéressant. Du coup, si on reprend alors ce que t'as dit, au final, c'est bon quand même comprendre l'environnement dans lequel t'es, C'est ça, donc faire des rendez-vous avec les sales pour comprendre tes personas, forcément un peu l'intérieur de la boîte, comment ça se passe et tout. c'est ça. Ça va te permettre d'identifier les premiers trous dans la raquette où tu peux avoir un petit impact rapidement pour justifier ton poste, et Ouais, derrière, ça va te permettre de travailler sur ton plan à un peu plus long terme, quoi. c'est ça, ouais, c'est exactement, c'est très bien résumé. Et c'est surtout, en fait, la dernière phrase sur ce sujet, c'est ne pas se disperser. Ne pas dire, OK, je fais
je sais pas, je bosse sur le site, le SEO, de la com, LinkedIn, du paid. Pour moi, en tout cas, hein, c'est ma croyance, c'est ne pas se disperser, faire déjà peu, mais voilà, avec cette bonne identification et montrer des résultats. Et ensuite, petit à petit, tu commences à tester d'autres leviers. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de te proposer cet épisode gratuitement. Ce partenaire, c'est Pleddy, ma solution de marketing automation préférée. Quand on fait du marketing automation, on le sait, ce qui est compliqué, c'est de mettre en place des workflows de nurturing qu'il va falloir faire évoluer dans le temps à chaque fois qu'on crée de nouveaux contenus pour que ça soit toujours pertinent. Là où Pledzy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui va être capable de pousser automatiquement le bon contenu à la bonne personne au bon moment selon ses centres d'intérêt et son niveau de maturité. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'en plus ils ont une équipe au top, ce qui fait que c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux. Évidemment, je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site, et maintenant, retour à l'épisode. Ok, ouais, donc te concentrer déjà sur les choses qui peuvent avoir de l'impact et puis que tu maîtrises aussi, en fait, un petit peu, j'ai envie de C'est dire, ça, c'est le plus gros, le meilleur rapport investissement c'est et ça. impact, toi, en termes de compétences aussi, pour poser les bases. Et comme tu le dis, en fait, pour générer le business au début, t'as pas forcément besoin d'être sur 12 000 canaux en même temps. Et donc, du coup, c'est de faire une chose bien, quoi. C'est voilà, c'est exactement, c'est ça. Tu vois, il y avait aussi des choses qui étaient déjà programmées. Il y avait par exemple une participation à un salon qui était Mhm. déjà actée. Pareil, c'est se dire, OK, avant le salon, comment ils bossaient dessus? Bon, ils faisaient le strict minimum normal. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter pour qu'il y ait encore plus d'impact en termes de visibilité, en termes de lead et de ROI? Donc, ouais, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le côté qualitatif plus que quantitatif. Ok, très cool. Et du coup, j'allais dire, à partir de quel moment tu considères que euh, t'es aux limites de ce que tu peux faire tout seul, tu vois, et du coup, tu vas vouloir envisager peut-être d'agrandir ton équipe. Ouais, alors pour le coup, pour moi, c'était. Alors, moi, c'est au sixième mois que j'ai eu quelqu'un en stage. Mhm. Parce que les 3 premiers mois, c'est quand même encore beaucoup de découvertes, je trouve. Les 3 suivants, tu commences un peu à installer et prendre confiance et à connaître un peu ton marché. Mhm. Donc, je trouvais que le sixième mois, c'était pas mal. À mon époque, parce que je découvrais beaucoup de choses aussi. Demain, Ouais. je prends un poste de CMO. Pour moi, dès la période d'essai validée, parce qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi, Mhm. euh, ou avec une bonne tendance, au bout de 3-4 mois, je commencerai déjà à lancer des recherches. Donc, je Ouais. serai plus rapide. Mais là, en l'occurrence, c'est 6 mois et c'était quelqu'un en stage. Ok. Et j'allais dire, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Aujourd'hui, du coup, alors tu le dis, si tu te reposes, donc tu as posé les bases de ta stratégie, tu as posé les bases de ton plan, tu es à l'aise dans ton environnement, tu dois recruter les premiers profils pour ton équipe, par quoi tu commences? Alors, par quoi tu commences? C'est c'est un peu les mêmes questions que tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est quoi les enjeux de la boîte? Voilà, est-ce que, enfin, bon, si c'est passé 3 mois, ça n'a pas changé, mais si il se passe 8 mois, 9 mois, potentiellement, tu peux avoir un nouveau segment de marché, un produit qui marche pas. Enfin, voilà, quelles sont les attentes, enfin, pardon, quels sont les enjeux de la boîte sur les mois à venir? Mhm. Et encore une fois, quelles sont, toi, les attentes pour ton département marketing? Et les attentes, c'est se dire, bah, tiens, j'ai déjà 3 à 6 mois d'historique. Qu'est-ce qui marche? Ou qu'est-ce que je sais, oui, oui, voilà, qu'est-ce qui marche et donc où est-ce que je mets de l'expertise. Et tu vois, typiquement, chez Partout, la partie content et événementiel marchait très bien. J'aurais pu me dire, bah, je vais chercher des CDI pour, voilà, SEO/content et quelqu'un en événementiel parce que c'est là, ce sont des leviers qui marchent. Donc, si tu mets des experts dessus, tu vas mener ça encore plus loin et apporter encore plus de résultats. Donc, c'est ce qui, pour moi, est le moins risqué. Et de cette manière, tu te dégages du temps, donc tu retires ces leviers-là pour toi peut-être tester d'autres leviers et avancer comme ça. Ah bah tiens, le marketing automation, ça marche, je prends quelqu'un. Tiens, le paid, j'ai un peu testé avec une agence ou un prestat, ça marche, je recrute quelqu'un. Ok, donc tu vas aller plutôt staffer des gens qui sont qui seront autonomes pour améliorer et experts sur un levier qui fonctionne, pour comme Ouais, ça tu te dégages le levier pour toi aller tester les autres trucs. ouais, exactement. J'irai chercher les experts. Euh, Parce que l'autre voie, c'est de se dire, bah tiens, les leviers que j'affectionne et qui marchent, je me les garde et je vais prendre un expert sur une autre branche. Mais pour moi, il y a quand même un risque de recruter un ou une experte sur une branche que tu n'as pas testée, même si officiellement tout peut fonctionner. Mais voilà, quand tu es encore aux bases, au début d'un département qui s'est créé, où il y a. Alors, c'est pas de la méfiance, mais il faut quand même, encore une fois, montrer son impact et ses résultats. Il faut pas trop se foirer. Et je la jouerais plutôt sécurité, avec quoi les leviers qui marchent et des expertises là-dessus.
Plat du pied sécurité. Ouais, c'est ça. Mais mais j'allais dire, c'est marrant aussi. Je pense que j'allais rajouter un autre truc. Je pense que ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est que pour savoir si quelqu'un il est bon, il est expert, et que ce qu'il va faire comme il faut son boulot, il faut que tu l'aies fait aussi un petit peu. Parce que même toi, si tu es généraliste en tant que CMO, t'es pas forcément expert sur tous les leviers. Donc tu vas aller tester un levier, ça te permet de monter un petit peu en compétence, et puis derrière d'aller recruter le bon expert qui va peut-être être meilleur que toi sur le sujet, quoi. Carrément, ça je suis à fond d'accord pour pouvoir bien challenger des personnes. C'est quand même chouette de l'avoir fait avant. Et ça, c'était beaucoup la culture partout. La culture partout, c'est, t'as identifié un besoin, ok, tu vas pas recruter, tu vas pas prendre un freelance, tu vas d'abord le faire tout seul, me montrer des résultats, et selon les résultats, on prendra un prestat ou une recrue. Ok. Ouais, bah, tu me dis que c'est ça, j'allais dire, c'est aussi le risque d'externaliser tout de suite si t'as pas la compétence, c'est que potentiellement bah, tu sais pas si l'autre il va faire du bon travail ou pas, Non, ouais, et puis du coup c'est dangereux quoi. ouais, voilà. Et ça exactement, c'est peut-être l'erreur. Alors nous, on a fait l'erreur de pas prendre assez de prestats, de les prendre assez tardivement et en prendre très peu. Et en revanche, j'ai l'impression qu'une grande partie du marché, enfin de mon expérience, c'est de prendre des prestats très vite. Et comme tu dis, bah tu sais pas les challenger, donc tu sais pas si ce qui t'apporte c'est bien, pas bien. Euh, Est-ce que tu paies trop cher, pas assez cher? Qu'est-ce que tu peux attendre de plus? Donc pour moi, ouais, c'est soit tu as une super recommandation d'un prestataire vraiment digne de confiance, on te dit ok vraiment oui, lui tu peux y aller un peu les yeux Les yeux fermés, fermés, ouais. tout, tout en ayant un peu préparé vraiment le bon brief et les bonnes réflexions sur comment challenger. Mais sinon, non. Pour moi, faut soit se former, soit bien parler à beaucoup de gens. Vraiment parler à beaucoup de gens et tester. Ah, ok. Ok, top. Donc, tu as recruté tes premiers profils, donc au final, tu l'as dit, des experts sur des sujets qui fonctionnent bien, et toi, tu as testé les autres, donc petit à petit, tu staffes ton équipe. Du coup, normalement, tu accélères. C'est Après, ça. j'allais dire, du coup, comment ça se passe? C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Alors, quand tu accélères, bon, on va mettre le recrutement de côté parce que forcément, le recrutement te permet d'accélérer, mais on en a un tout Mm. petit peu parlé tout à l'heure. Mm. Pour moi, toute la phase de scale, c'est beaucoup plus de l'organisation au sens large et de la méthodo que des actions ou des projets en eux-mêmes. C'est-à-dire que, tu vois, la mise en place d'OKR, si c'est pas encore le cas, ça permet fortement de définir un cadre, des objectifs clairs et des actions concrètes Mm. pour atteindre justement tous les enjeux de la boîte de l'année. Donc déjà, c'est avoir un cadre pour éviter la dispersion. Quand tu vas aller vite, pour moi, la dispersion, c'est le diable. Et il faut vraiment se concentrer sur les chantiers prioritaires et tout le reste mettre de côté. En fait, Ok. toutes les actions où tu dis, ah, elles sont sympas, ça amène un peu de ci, un peu de ça, ou je sais pas trop ce que ça amène. Il faut prendre des décisions, mais vraiment autoritaires, drastiques, et dire, je les arrête. C'est même pas je le fais un peu moins, c'est je les arrête. Mm. C'est aussi euh, beaucoup euh, aller sur de l'exécution facile. Parce que tu peux avoir plein de projets en tête, et encore plus quand tu as des experts, tu dis, ah bah, génial, on va attaquer ça, ça, ça et ça. Et en fait, un projet, on peut très rapidement le complexifier. Et pour moi, faut toujours le simplifier et y aller étape par étape. Le simplifier, ça veut pas dire qu'il sera moins bien, ça veut pas dire qu'il sera moins impactant. C'est juste que tu vas faire moins de choses pour pouvoir le mettre en place rapidement, analyser, être sûr de bien le maintenir, être sûr qu'en interne la mayonnaise prenne, et ensuite rajouter des briques. Et tu vois, nous sur le marketing automation, c'est ce qu'on a fait. On a commencé par des emails un peu manuels, puis un petit plugin semi-automatique, puis ensuite on a mis HubSpot. Tout ça, il s'est passé 2 ans. HubSpot, on a fait une séquence de workflow assez simple. Après, on a rajouté un peu plus de scoring, puis des workflows un peu plus compliqués. Ta, 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 ta. Donc ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et ensuite, ce que je vois d'autre, c'est toute la partie de essorer et recycler. Ouais. Ça, c'est essentiel. Donc ça, c'est assez commun dans le milieu, hein. Je sais pas si j'apprends grand-chose aux gens, mais tu fais un webinar, bah, ton script de webinar peut devenir un livre blanc, ton livre blanc peut devenir 2 e-books, tes e-books deviennent des contenus, tes contenus deviennent des posts LinkedIn, et tout ça, ça part aussi dans tes campagnes de nurturing Email. pour ton CRM. Donc ça, c'est essentiel. Euh, j'ai peut-être d'autres choses encore en tête, mais là, j'ai peur de partir un peu dans tous les sens. Est-ce que toi, tu avais d'autres questions? Ouais, mais du coup, tu l'as dit, effectivement, donc dans cette phase de croissance, tu as effectivement
choisir les bonnes actions, donc C'est ça. en fonction des objectifs, donc fixer les bons objectifs et bons OKR du coup pour trancher et pas se disperser, essorer au maximum, donc c'est-à-dire tirer le maximum de chaque truc que tu fais, Ouais. ne pas trop complexifier les projets. Et puis après, je sais que tu avais parlé aussi de pas mal, du coup, c'est l'évolution de ton rôle, de t'as les mains dedans, au final, à documenter les process pour que les gens puissent aussi se les approprier, quoi. Ouais, 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 exactement, c'est ça. Ça, c'est essentiel hein, dans le rôle du manager euh, de pouvoir déléguer des tâches, déléguer des projets, avoir ce qu'on appelle du mid-management. Ça, j'ai mis du temps avant de mettre ça en place, mais ça te libère un temps phénoménal. Et effectivement, dans la partie structuration d'équipe, c'est ça dont j'ai oublié de parler. C'est ce côté ouais, mid-management, avoir un team leader ou un manager. Ok. Ça c'est top. Donc ouais, essentiel. Euh, ce que ce que j'ai peut-être pas assez bien mentionné quand je parlais des OKR et des objectifs, c'est avant ça avoir vraiment aussi son plan, travailler son plan marketing. Là pour le coup, c'est le moment Ouais. de faire son plan à 12 mois et de savoir où tu vas. Bon, ça forcément. Et un point indispensable que j'ai zappé. Désolé, hein, les idées me reviennent les unes après les autres. Je t'en prie. C'est la partie donc structuration. Donc c'est process, template, feedback. Ça, ça c'est essentiel parce que plus ton équipe va grossir, plus tu vas aller vite, plus il y aura de gens dans la boîte qui vont te solliciter, plus il faut être capable déjà de savoir dire non. Mhm. Parce que quand, voilà, partout à la fin, on est 400 personnes, tu as beaucoup, beaucoup plus de demandes, donc faut mettre des filtres. Donc, il faut savoir comment et quoi accepter. Il faut savoir quand ton équipe devient de plus en plus grosse, qui est ces fameux process et templates qui traînent sur un Notion, un Monday, un wiki interne, ce que tu veux, pour faciliter tes onboarding, enfin pour accélérer tes onboarding Mhm. et surtout pour garantir une forte exigence dans l'exécution. Pour te dire, bah tiens, quand tu fais un webinar, quand tu fais un article, quand tu fais que sais-je, bah voilà un peu tout le pas à pas qu'il faut suivre. Et puis voilà des templates, voilà des exemples, voilà un peu les chiffres que tu dois espérer atteindre. Et ça, c'est d'autant plus important quand tu as une équipe qui devient internationale. Et moi, Mhm. c'était mon cas. Arrivé un moment, la personne qui bosse en portugais ou en italien, bah, je suis pas capable de challenger. Alors au début, tu mets des trucs dans DeepL pour voir un peu voilà ce qui a été raconté. Au bout d'un moment, il faut faire confiance. Et pour faire confiance, il faut qu'il y ait cette base solide que la personne s'approprie pour respecter les grandes règles. Ok. Ouais, effectivement, c'est ce que tu dis. Bon, et c'est aussi le rôle du management. Au final, bah, quand c'est pas toi qui le fais, ce sera pas fait tout à fait comme tu l'aurais fait. Donc ça, faut l'accepter. C'est Faut aussi. savoir, faut se faire une raison là-dessus, quoi. C'est que si tu veux que ce soit fait exactement comme toi tu le fais, bah faut le faire. Mais si tu veux déléguer, ce sera peut-être un petit peu différent. Mais par contre, il faut avoir cette exigence sur le process, sur quand même les bonnes étapes, le pas à pas, quoi. Ah ouais, ouais, ça c'est vraiment, quand tu scales, c'est essentiel parce que c'est là où la qualité peut chuter le plus drastiquement. Parce que bah, ton équipe, elle grandit et t'as pas le temps, tu peux pas vérifier. Enfin, au début, si, il faut le faire. Mais dans la continuité, tu peux pas. Alors que pouvoir rappeler, ah bah tiens, tu vas faire telle action, tiens, je te rappelle, il y a ce process à aller revoir. Indispensable. Euh, et un autre sujet, donc pour la partie scale, c'est aussi bah, le côté s'outiller. Donc avoir les bons Ouais. outils. Moi, j'ai mis un peu de temps avant de faire ça, mais en revanche, le grand conseil que je peux donner aux gens qui écoutent, c'est que je trouve que un peu trop souvent, les boîtes aujourd'hui s'outillent trop vite. Mm. Et donc trop vite, elles vont prendre déjà trop d'outils. Donc trop d'outils, donc à la fin, tu utilises 5% d'entre eux. Et ça, j'ai aussi fait la connerie. Tu vas en utiliser un faible potentiel parce que tu sais pas encore quoi en attendre. Et à la fin, bah, tout ça te coûte aussi de l'argent, ça te coûte cher. Et pour moi, c'est indispensable de commencer par du manuel ou des petits outils vraiment pas chers ou gratuits pour se faire un peu la main, voir un peu ce qui marche pas, mettre en place ta tactique, ta stratégie, et ensuite, tu vas sur un autre outil. Et là, c'est ce qui va te faire gagner beaucoup de temps, c'est tes outils de marketing automation, c'est tes dashboards automatisés, c'est enfin voilà tout ce que tu peux imaginer sur tout ce qui peut te faire gagner du temps.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, tu vois, tu le vois beaucoup avec le marketing automation et puis le Ouais, nurturing. Surtout, tu vois, c'est des trucs où tu as envie de rentrer, tout de suite, les gens ils veulent rentrer dans du scoring complexe et puis des workflows, machin, exactement. alors que, en fait, déjà, tu sais quoi, fais une newsletter, c'est ton régulière, c'est ton premier niveau de nurturing, et puis après, C'est tu peux ça. mettre aussi des petites séquences presque manuellement, tu peux le faire en fait à la base, et en fonction des cas, et après, tu peux rentrer effectivement dans des workflows qui seront plus automatisés et complexes. C'est ça. Et écoute, le tout dernier point que j'ai en tête, après j'arrête sur ce sujet, sauf si tu as d'autres questions, mais pour moi, quand tu scales, c'est aussi donc des équipes qui grandissent, et c'est savoir comment bien naviguer dans les différents départements. Parce Ouais, que le marketing, forcément, est très transverse, sauf que quand, au début, l'équipe Customer Success, c'est 3 personnes, les sales, c'est 2 personnes, ça va, mais quand tes CS, c'est 40 personnes, les sales 50, patati patata, avec des sous-équipes, sous-départements, différents pays, bah là, c'est comment, avec ton équipe, tu mets en place une sorte de présence un peu tentaculaire pour vraiment toujours saisir et suivre les enjeux, les besoins dans les autres départements pour ne pas être dans la réactivité et être beaucoup plus dans la proactivité. OK, et ça, c'est super intéressant parce que du coup, c'est quoi? Tu vas aller, avec ton équipe en fonction, c'est que du coup, tu vas aller, enfin, chaque membre de ton équipe va avoir des interlocuteurs privilégiés en fonction des besoins. Enfin, tu vas en avoir qui seront plus proches des sales pour suivre les problématiques sales, tu vas en avoir qui sont plus proches des Exactement. CS pour, les problématiques CS, ces sujets-là? Ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis quelqu'un de très, entre guillemets, de très terrain, et j'aime bien, par exemple, au tout début chez Partout, j'étais au desk, au bureau des sales. J'étais Mmh. avec eux, je voulais écouter, je voulais comprendre. C'était essentiel. Euh, Après, tu te mets un peu avec les customer success, tu te mets avec l'équipe produit. Et ça avec l'équipe, justement, on l'a bien utilisé. Et ouais, c'est essentiel, c'est écouter les réunions où ils participaient, c'est écouter un peu des rendez-vous clients ou commerciaux, c'est aller tester un peu tous les nouvelles features là qu'on est en train de préparer sur le produit. Pour moi, ouais, c'est la présence physique ou une présence, en tout cas en réunion de temps en temps pour rester, pour toujours avoir ce fil conducteur. OK, super intéressant, et du coup, tu nous as partagé pas mal, au final, les bonnes pratiques sur ton retour d'expérience. J'allais essayer et tu parlé aussi pas mal de conneries, au final, mais si on doit si tu dois en ressortir une ou 2, tu vois? Parce que moi, j'aime bien montrer que c'est pas toujours tout rose, en fait, hein, quand on partage des Non, bonnes pratiques, c'est parce qu'aussi non, nous, non. on a fait des erreurs. Tu vois? C'est quoi un petit peu, du coup, toi, les sujets qui t'avaient challengé ou que t'avais un peu, ou sur lesquels tu t'es un peu planté, quoi? Ouais. Bah, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Et en fait, là où je ferai très très différemment aujourd'hui, c'est vraiment Mmh. la partie recrutement. Parce que ce que j'ai pas expliqué, c'est que partout mon équipe pendant longtemps était beaucoup composée de stagiaires, Ouais. en genre 1 an et demi, mais 6 7 stagiaires. Puis après, passer en CDI, donc beaucoup de juniors et Mmh. surtout des profils très généralistes. Mais ça, c'est une décision que j'ai prise à l'époque parce que on n'est pas de budget, parce que on voulait vraiment attaquer l'international, et donc j'ai fait du field marketing international, qui Mmh. ça pour le coup était un succès. Sauf qu'à un moment, c'est sympa, mais il aurait fallu beaucoup plus vite ou en parallèle que je recrute ces experts. Et ces experts, tu vois, j'ai mis, je pense, à la troisième et même parfois un peu plus quatrième année pour commencer à soit les recruter, soit avoir des postes ouverts. Et en fait, je me dis, et je suis peut-être un peu dur en disant ça, mais au bout de 4 ans, quand je suis parti, je trouve avoir laissé comme une sorte de dette marketing, Ouais. c'est un peu comme la dette technique, Mmh. parce que je me dis, bah, il n'y avait toujours pas d'expertise SEO, d'expertise content, marketing automation pareil. Donc, j'estime avoir fait prendre du retard au département et donc à l'entreprise. Et c'est pour ça que ces experts, ouais, pour moi, il les faut absolument. Et ces experts, le mid-management aussi, c'est j'aurais dû aussi le prendre beaucoup plus tôt pour me dégager du temps. Euh, et en fait, la connerie qui a amené cette connerie-là, c'est que j'ai pas assez écouté mes homologues. OK. Alors, je disais tout à l'heure en préambule que j'avais beaucoup écouté mes pairs lorsque j'ai rejoint Partout, et je l'ai beaucoup moins fait après. Je continuais à avoir des discussions, mais à un moment, je me suis dit, sur l'équipe, je suis pas d'accord, je vais faire autrement. Et puis après Ouais. tout, on va tous se former sur le SEO, le marketing automation, le paid. Ah, c'est pas si vrai que ça, quoi. Tu te déclares pas comme ça expert du jour au lendemain quand tu as déjà ton scope et ton périmètre assez intense. Mmh. Et ça, c'était l'erreur, c'est de me dire, bon, à un moment, si tout me fait d'une certaine manière, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Et tu vois, j'ai pas assez écouté ensuite sur ma deuxième partie, là, chez Partout, ces conseils-là. OK, ouais, donc du coup, ton conseil par rapport à ça, au final, alors,
Tu vois, on en parlait un petit peu avec Selma aussi. C'est toujours un petit peu ce débat du effectivement ton premier recrutement, c'est souvent un stagiaire parce que t'as pas forcément toujours les fonds C'est pour ça. aller chercher un profil en CDI. Mais en même temps, faut pas que ce soit de l'extra management, enfin que ça te prenne plus de temps que ça est censé t'en dégager, quoi. Bah, c'est exactement ça. Et en fait, avant, j'étais junior dans cette réflexion de construction d'équipe. J'avais jamais fait ça. Donc demain, je démarre dans une autre boîte où on me dit encore pareil, les fonds c'est compliqué, tu as la place que pour le stagiaire. Bah là, c'est de l'argumentation avec ton CEO. Déjà de l'argumentation que je conseille de faire avant de rejoindre la boîte, pendant Ouais. les négos. Et d'ailleurs, tous les CMO maintenant, enfin, avec de l'expérience que je rencontre, dès les entretiens, c'est OK, je commence tout seul, pas de souci pendant genre 4 mois, mais en revanche, je veux déjà deux trois slots de CDI ou des prestats. Ouais. Et je pense qu'après, voilà, tu as plus de force et de conviction pour convaincre. Moi, à l'époque, c'était ah, OK, effectivement, oui, tu as raison, c'est vrai que le budget, c'est un peu compliqué. Prenons des stagiaires. Ouais. Mais du coup, c'est ça, c'est que si tu prends cette décision-là, effectivement, faut les prendre pour un scope qui est assez précis et que tu peux vraiment déléguer à un stagiaire, quoi. C'est ça. C'est Mm. ça, c'est ça. Mais après, les stagiaires, moi, j'ai pas à m'en plaindre, hein. Ils m'ont fait gagner un temps Ouais. fabuleux. Pas mal d'entre eux ont été embauchés derrière. Mais c'est juste que quand on embauche 6 personnes très juniors, c'est là où il aurait fallu avoir tout de suite quelqu'un de plus senior pour faire ce mid-management. Et voilà, tu vois, c'est vraiment cette synchronisation, on appelle ça chorégraphie qui est plus Mm. importante, c'est d'avoir toujours ce bon mix. Donc ouais, ça c'était la principal apprentissage. Ouais, ouais, ouais. Non, non, bah, effectivement, on critique pas, enfin, les stages, et puis on est passé par là aussi, quoi. Mais c'est Ah normal, oui, c'est c'est ça. juste, faut pas en attendre le travail d'un CDI expert, quoi. Faut savoir pourquoi tu le prends, et puis effectivement, faut être conscient de ça aussi, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment pour moi ce qui a été mon principal challenge parce qu'on n'a pas eu ces experts, bah on a un peu fait le max de ce qu'on pouvait sur plein de leviers, mais en fait, je pense qu'on faisait que 20%. Mm. Et autant il y a des leviers où on se débrouillait bien, autant il y en a d'autres. Par exemple, le SEO, c'était aussi un échec de ma part parce que la première année, on a très très bien fait parce qu'il y avait rien qui était fait avant. On a mis Ouais. en place des bons process, des bonnes guidelines, on a refait le site, on l'a tout bien backé comme il fallait. Euh, En revanche, de l'année 1 à l'année 4, on a continué cette même routine, qui était une routine sympa quand t'as rien avant, mais en revanche, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, t'es censé à chaque fois faire encore plus, aller encore plus loin. Et en fait, je l'ai complètement délaissé. Et la grosse erreur, c'est quand un jour j'apprends que l'un de nos produits, en fait, c'était un prospect qui avait tapé notre nom de produit, qui était un nom très partagé avec la concurrence, et on apparaissait, je crois, en deuxième page Mm. ou en fin de première page. Deuxième page, on apparaissait. Et là, je me dis, ok, ça, j'ai pas traqué, j'ai pas suivi, je m'étais complètement mis de côté. Et là, ok, là, tu te dis, j'ai foiré ce truc-là, quoi. Ouais, il y a un moment où ça fonctionnait bien, t'as été un peu moins vigilant, et puis du coup, enfin, ça roulait, quoi, entre guillemets. Ouais, ça roulait, tu te dis, bah, tiens, Mm. c'est cool, ça roule, et puis en fait, on continue à chaque fois à avoir beaucoup plus de leads entrants, donc tout restait croissant. Sauf qu'en Mm. fait, si on avait bien fait les choses, je pense qu'on aurait eu 3 fois, 4 fois plus. Et je me suis, voilà, un peu reposé sur mes lauriers en disant, ok, ça marche, on le met de côté. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, très cool, merci pour ta transparence et puis tout ton partage d'expérience. Si on devait résumer notre échange, que tu devais retenir un conseil, du coup, pour quelqu'un qui va prendre ce type de poste-là, ce serait quoi que tu mettrais en avant? Un conseil, c'est d'aller parler à des gens qui ont vécu ça. Voilà, ce serait mon principal conseil. Ok, bah écoute, je ne peux que l'appuyer, forcément. Mais bah, ça marche. Merci beaucoup, encore une fois, Patrice. S'il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver sur LinkedIn. Ouais, ouais, exactement. Ça marche. Eh ben écoute, encore une fois, je remets les ressources aussi, les deux articles que tu as écrits, parce que ça peut permettre aussi d'approfondir ou de retrouver un petit peu ce que tu as dit sur les sujets, parce qu'ils sont vraiment cool. Et puis bah maintenant, Merci. moi je te remercie encore une fois d'être venu sur le podcast, et puis je te Ah, souhaite une bonne merci à journée. toi, trop cool. C'était très chouette de m'avoir encore invité. Eh ben écoute, ça marche. À plus, Patrice. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.